tous, vous devez avoir une image qui apparaît sur vos écrans. Nous allons commencer à l'heure, le webinaire. Est-ce que les connectés entendent? Alors bon, rebonjour à tous. Merci de patienter encore 2 petites minutes. Nous allons commencer à l'heure. Une très très grande discipline de réponse de l'ensemble des participants. Merci de confirmer votre entente. Alors on profite de ce jour 2 de confinement pour s'instruire sur un certain nombre de sujets qui nous impactent. Alors, si vous n'avez pas de son, c'est peut-être simplement parce qu'il n'y a pas de son qui passe pour l'instant. Je vois que certains ont du mal. Les intervenants sont bien là et normalement ils sont actifs. Alors, comme ils ne bougent pas beaucoup, vous pouvez avoir l'impression que l'écran est figé. Et si je demande aux avocats de bouger, vous verrez que l'écran est bien actif. Alors, vous êtes nombreux là à vous connecter juste à l'heure puisque c'est passé les 180 connectés. On va attendre encore une minute parce qu'il y a un nombre important d'inscriptions. Et nous n'avons pas encore atteint le seuil critique. Alors, n'hésitez pas à utiliser effectivement le live chat à côté pour poser des questions et interagir avec l'ensemble des intervenants. Moi, je vous accompagnerai, mais sans être à l'écran, pour des raisons purement techniques. En revanche, vous pourrez entendre et voir les experts avocats qui interviennent sur les différents sujets. Donc, je vois que quelques-uns ont du mal à entendre. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas tout connecté? Alors, sachez que dans le chat aussi, vous avez des informations parfois techniques de la personne qui assure le suivi technique du webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des interrogations aussi de ce point de vue-là. Alors, effectivement, si nous avons un connecté qui n'a pas de son et pas d'image, ça va rendre des webinaires un peu ternes. La recommandation qui est faite, c'est, je crois, d'utiliser Chrome ou Mozilla ou Firefox.
Bien, nous allons commencer. Donc, bienvenue dans ce webinaire qui est animé par Deloitte Legal Sage, cabinet d'avocats, et qui est consacré à la gestion des risques juridiques à l'heure du coronavirus, du Covid-19, ou alors si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, le virus chinois. Alors, je m'appelle Arnaud Renoir, je suis professeur des universités, à l'université Paris-Dauphine, de droit, plus spécialement droit économie et droit et globalisation. Et je suis par ailleurs en charge du comité scientifique juridique du cabinet Deloitte Legal Sage. Je serai votre hôte ce matin. La seule raison pour laquelle vous ne pouvez pas me voir et que ma voix restera une voix off pour vous, très radiophonique, c'est des raisons de contraintes techniques. Ce sont ces mêmes contraintes liées au confinement qui empêche Sonia Cabanis, qui était annoncé d'être des nôtres. Toutefois, nous n'excluons pas évidemment la question de la gestion de crise. Et si vous avez des questions sur la gestion de crise, posez-les évidemment par le chat et nous y répondrons en différé. Ce qui m'amène à vous donner d'ailleurs le mode d'emploi du webinaire. Première partie d'environ 30 minutes sera consacrée à la présentation des différents sujets, à nos premières analyses, et le reste du temps à répondre à vos questions. Et donc, tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions par écrit en utilisant le live chat qui est normalement à droite de votre écran. Voici donc pour le mode d'emploi très simple, évidemment. Entrons dans le vif du sujet. Alors, nous avons évidemment franchi un nouveau seuil, voici, selon les mots du président, en guerre sanitaire. Et s'il existe un droit de la guerre, il n'existe pas, évidemment, de droit du coronavirus. Mais il existe, en revanche, un droit civil, un droit des affaires, un droit social, qui permet d'appréhender toutes les implications de l'épidémie pour les entreprises. Alors, il est clair que, si je mets à part la situation sanitaire et les tragédies qu'elle provoque, c'est l'économie et le fonctionnement de nos sociétés qui plient, sans rompre, mais qui plient face à cette situation. Et on constate évidemment un ensemble assez impressionnant de conséquences juridiques qui sont extrêmement variées. Alors, nous ne les aborderons pas toutes ici ce matin. Je vais juste présenter un rapide panorama des éléments qui apparaissent. Et de toute façon, nous reviendrons par la suite et nous vous informerons d'une série d'interventions, souvent sous forme de webinaires, sous forme d'articles, sur ces questions-là. Alors, si on fait un rapide panorama, on voit que la crise que nous traversons soulève des questions évidemment de droit public. On a entendu parler des mesures de soutien, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient sociales. Évidemment, le droit des assurances va être sollicité. Les questions de responsabilité civile, de responsabilité pénale, les aspects de cybersécurité de manière massive, ne serait-ce que parce que le passage en télétravail va entraîner un certain nombre de difficultés. Et puis, n'oublions pas tous les aspects des difficultés des entreprises, et notamment la question de prévention, le droit des contrats, le droit des sociétés, et bien sûr, le droit social qui est sollicité en première ligne. Alors, nous allons nous concentrer sur 4 aspects. Droit social, droit des contrats, gouvernance des entreprises et M&A ou fusion-acquisition. Ces questions vont être traitées par des avocats du cabinet Sage, qui sont tous des experts dans leur discipline. Et je vous rappelle, encore une fois, toutes vos questions, vous les posez par écrit et nous essayons d'y répondre. Alors, je me tourne vers le premier intervenant, Maître Malik Douaoui, avocat associé en droit social, pour lui demander, évidemment, la crise créant une situation inédite, elle impacte directement l'activité de l'entreprise. En quoi est-ce que le droit social apporte des réponses de ce point de vue? Merci Arnaud et bonjour à toutes et à tous. Alors j'allais dire que effectivement il faut commencer par le maintien de l'activité puisque c'est probablement la première préoccupation des entreprises aujourd'hui face au coronavirus. Et juste avant de s'arrêter quelques instants sur ce maintien de l'activité, la nécessité de maintenir l'activité, juste quelques propos préliminaires
pour rebondir sur ceux qui ont été donnés par Arnaud tout à l'heure sur l'absence, je vais dire, d'un droit du coronavirus. Parce qu'effectivement, les outils dont disposent aujourd'hui les entreprises pour limiter les impacts du coronavirus sur leur activité sont des outils traditionnels qui ont été inventés en réalité dans d'autres circonstances que celles que les entreprises traversent aujourd'hui. Donc ce ne sont pas des outils propres au coronavirus. Ce constat mérite toutefois deux réserves. D'abord, la première, c'est que nous avons pour la première fois des dispositions spéciales qui concernent les salariés ou les parents qui sont placés en arrêt maladie. On y reviendra tout à l'heure. Donc, on a un embryon de droit social spécial du coronavirus. Et surtout, deuxième réserve, à l'occasion de sa dernière allocution télévisée, le président de la République a annoncé qu'un projet de loi serait présenté en Conseil des ministres mercredi et que dès jeudi, ce même projet serait présenté devant le Parlement, projet qui permettrait au gouvernement d'adopter par voie d'ordonnance des mesures exceptionnelles pour lutter contre le coronavirus. Cette observation préliminaire étant close, revenons maintenant au maintien de l'activité. S'agissant du maintien de l'activité, eh bien là, l'entreprise aura dans sa boîte à outils les outils traditionnels qu'elle a l'habitude d'utiliser pour limiter les impacts d'un événement sur son activité. Alors, quels sont-ils? Il y en a trois. Le premier, il s'agira de remplacer les salariés absents. Le deuxième, c'est de faire travailler plus longtemps les salariés qui sont encore présents. Et puis le troisième, probablement le plus important, c'est de modifier l'organisation de l'entreprise pour faire face soit à une réduction d'activité, soit même à une cessation d'activité qui peut être soit temporaire, soit définitive. Alors, commençons par le premier impératif qui s'impose aux entreprises, c'est de remplacer les salariés absents. Bien, pour remplacer les salariés absents, les entreprises pourront, comme elles le font d'habitude, soit recourir à des salariés intérimaires, soit recourir à des salariés embauchés sur CDD. Deuxième impératif, faire travailler plus longtemps les salariés présents. Eh bien, pour faire travailler les salariés présents plus longtemps, là encore, outil traditionnel. Un, on demandera aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires dans certaines limites. Et deux, eh bien, on pourra obtenir, je dis obtenir parce que souvent il s'agit de démarches qui sont faites auprès de l'administration, obtenir des dérogations, soit aux durées maximales de travail, qui sont des durées hebdomadaires ou quotidiennes, soit au temps de repos qui, là encore, sont des temps de repos quotidiens ou hebdomadaires. Ce qui veut donc dire que, par exemple, eh bien, on pourra faire travailler des salariés plus de 10 heures par jour, plus de 48 heures par semaine, le cas échéant sans bénéficier d'un temps de repos de 11 heures consécutives, et le cas échéant même, leur demander de travailler le dimanche. Et puis, dernier impératif, qui est probablement le plus prégnant, celui-là pour les entreprises, c'est de modifier leur organisation de manière à ce qu'elles puissent faire face soit à une réduction de leur activité, soit à une baisse de cette activité. Et là, j'allais dire, les outils qui sont à la disposition des entreprises sont de deux types. Premier type d'outils, on utilisera des outils qui n'ont pas d'impact direct sur les effectifs, et ce sont évidemment ces outils-là qui sont d'abord utilisés en priorité par les entreprises. Deuxième type d'outils, eh bien, si les premiers ne produisent pas tous leurs effets, eh bien, on passera à la vitesse supérieure, et la vitesse supérieure, c'est malheureusement la réduction des effectifs. Alors, commençons par le premier type d'outils. On aménage l'organisation du travail sans toucher au niveau des effectifs. Et je pense que ce type d'outil appelle au moins trois questions. La première question, c'est est-ce que l'employeur est libre de modifier l'organisation du travail comme il le souhaite? Et la réponse est simple, non. Je vous en donne juste un exemple. L'employeur ne pourra pas imposer à des salariés de prendre des congés. Deuxième question, est-ce que l'employeur doit verser sa rémunération à un salarié qui ne travaille pas? À cette question, il faut faire une réponse de principe qui est positive. Pourquoi? Eh bien, parce que l'employeur est tenu, et c'est une obligation consubstantielle au contrat de travail, de fournir au salarié un travail et de lui verser sa rémunération. Donc, l'employeur devra payer un salarié qui ne travaille pas. Deux exceptions à ce principe. D'abord, l'employeur ne sera pas tenu de verser une rémunération s'il est dans l'impossibilité de fournir un travail au salarié. Et il le sera si on considère que le coronavirus constitue un cas de force majeure. On reviendra tout à l'heure avec Benjamin sur la notion de force majeure. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les entreprises qui, à cause de l'arrêté du 14 mars 2020, ont dû tirer leur rideau, et je pense là au commerce, en particulier aux restaurants, au théâtre, au cinéma, aux centres commerciaux, ceux-là pourront très certainement dire nous sommes dans un cas de force majeure et donc nous n'avons pas à payer les salariés auxquels nous ne pouvons pas fournir une prestation de travail. Puis, deuxième exception, et là nous avons des dispositions spéciales, c'est le fameux droit social
spéciales du coronavirus embryonnaire dont je parlais tout à l'heure, dispositions spéciales qui nous viennent de plusieurs décrets, un décret du 31 janvier 2020, un décret du 4 mars 2020, puis un décret du 9 mars 2020. Qu'est-ce que je vise avec ces décrets? Eh bien, je vise des salariés qui sont soit placés à l'isolement, qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de retrait, ou des parents qui gardent des enfants de moins de 16 ans qui sont eux-mêmes placés à l'isolement, parce que comme vous le savez, toutes les écoles sont aujourd'hui fermées et beaucoup de parents gardent leurs enfants à la maison. Eh bien, pour ces salariés-là ou pour ces parents-là, ils pourront bénéficier d'un arrêt de travail et donc de ce arrêt de travail qui est délivré d'ailleurs par un médecin de l'Agence régionale de santé, de l'ARS, et ils pourront bénéficier dans ce cadre d'indemnités journalières maladie sans délai de carence, c'est-à-dire dès le premier jour de travail. Alors, la durée de cet arrêt de travail varie selon les personnes qui sont concernées. Lorsqu'il s'agit de salariés qui sont eux-mêmes placés à l'isolement, la durée du travail, la durée de l'arrêt de travail est de 20 jours maximum. Lorsqu'il s'agit de parents qui sont contraints de garder leurs enfants qui sont eux-mêmes placés à l'isolement, la durée de l'arrêt de travail est de 14 jours et il est renouvelable. Ce qu'il faut noter là-dessus, c'est que l'assurance maladie, enfin, les autorités publiques ont mis en place une procédure de déclaration simplifiée de l'arrêt de travail par l'employeur via le site amélie.fr. Troisième question, qui est une question très importante, c'est quels aménagements l'employeur va pouvoir apporter pour faire face à cette réduction d'activité ou même à cette cessation d'activité. Là, les types d'aménagements sont extrêmement divers, hein. D'abord, évidemment, je vais dire, c'est le télétravail. Et aujourd'hui, nous en sommes tous la preuve, puisque nous télétravaillons à partir de notre domicile. Mais l'employeur pourra aussi proposer à ses salariés de prendre des congés payés, des JRTT ou même des congés sans solde. Et puis, dernière arme de lutte, j'allais dire, contre le coronavirus, pour limiter les impacts sur l'activité de l'entreprise, on en parle tous, c'est l'arme de destruction massive, j'allais dire, du coronavirus, c'est le chômage partiel. Alors, je parle de chômage partiel en utilisant, j'allais dire, l'appellation ancienne, mais en réalité, on devrait parler de dispositif d'activité partielle. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, en réalité, le dispositif d'activité partielle est un dispositif que les entreprises vont pouvoir utiliser, soit lorsque elles cessent leur activité de manière temporaire, et soit de manière partielle, soit de manière totale. Donc, c'est une fermeture partielle ou totale d'un établissement, et deux, lorsqu'il y a réduction des horaires de travail en deçà des horaires habituels de travail. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que les contrats de travail des salariés sont suspendus, les salariés ne travaillent plus, soit complètement, soit en partie, et ils vont recevoir de la part de l'employeur une indemnité qui représente 70% de leur rémunération brute, 84% de leur rémunération nette. Une partie de cette indemnité est prise en charge par l'État et l'UNEDIC. La volonté du gouvernement est très claire et j'allais dire Emmanuel Macron, le président, l'a rappelé encore une fois à l'occasion de sa dernière allocution télévisée, c'est de faire une utilisation massive, très large, de ce dispositif chômage partiel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, on va augmenter la prise en charge par l'État de l'indemnité qui est versée. Aujourd'hui, on sait que pour les TPE-PME, c'est-à-dire pour les entreprises de moins de 250 salariés, la part de l'indemnité prise en charge représente un SMIC et communiqué du ministère du Travail il y a quelques jours, on sait que la part de CNTP qui sera prise en charge montera jusqu'à 4,5 SMIC. Deuxième chose, eh bien, on va réduire le délai de réponse que l'administration donne à une demande d'indemnisation qui est présentée par l'entreprise et ce délai de réponse est réduit à 48 heures. Puis, dernière chose, les entreprises disposent d'un certain délai pour déposer leur demande et là encore, on va allonger ce délai, on donnera un délai de 30 jours qui peut être un délai de 30 jours pour les entreprises et qui présente en plus un caractère rétroactif. Donc voilà pour, j'allais dire, les mesures qui peuvent être prises par les employeurs pour tenter de limiter les impacts sur l'activité. Oui, merci beaucoup Malik pour ce premier tour d'horizon. Je rebondis juste sur l'embryon de droit spécial. Nous avons eu un précédent qui est effectivement mai 68, où le gouvernement avait adopté des textes très spécifiques pour mettre en place un moratoire sur tous les délais juridiques qui existent. Et nous savons que le gouvernement travaille sur une ordonnance actuellement à cet effet. En revanche, une grande différence entre les 68 et maintenant, c'est qu'il n'y avait pas de mise en péril de la santé des individus. Alors nous savons que la crise que nous traversons est une crise sanitaire et qu'il y a un risque pour la santé et non
notamment pour la santé des salariés. Est-ce que, rapidement, vous pouvez nous donner un certain nombre d'éléments concernant la réponse du droit social sur les risques pour la santé des salariés? Bien sûr, Arnaud, et c'est un point majeur parce que j'allais dire que les employeurs sont placés dans une situation de en même temps, puisqu'ils devront en même temps tenter, j'allais dire, de maintenir leur activité et en même temps protéger la santé des salariés, qui est un impératif majeur. Alors, ce qu'il faut rappeler d'abord à cet égard, c'est que l'employeur est tenu à une obligation générale de sécurité à l'égard de ses salariés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Il faut rappeler que c'est une obligation générale et que cette obligation générale n'est pas une obligation de sécurité de résultat. Ce qui veut donc dire que les employeurs ne sont pas tenus de garantir de manière effective la santé et la sécurité des salariés. En revanche, ils sont tenus de prendre toutes les mesures de prévention, de protection, de prévention nécessaires pour éviter que les salariés ne soient à risque. Plus précisément, les employeurs devront mettre en place 3 types d'actions. D'abord, des actions de prévention qui consisteront à distribuer aux salariés des équipements de protection individuelle, par exemple pour les salariés qui sont placés en contact avec le public, de mettre à leur disposition des masques, des actions aussi d'information et de formation des salariés. Il s'agit là pour les entreprises de rappeler à leurs salariés les gestes barrières qui nous sont rappelés par les autorités publiques, c'est-à-dire on ne serre pas la main, on ne se fait pas la bise, on se lave fréquemment les mains, on tousse dans son coude, et on utilise un mouchoir à usage unique et aussi on garde aussi une distance de sécurité d'au moins 1 mètre. Et puis, dernière chose, on en a dit un mot tout à l'heure, c'est la modification de l'organisation du travail qui doit être adaptée à la situation. Et là encore, diverses mesures sont possibles, dont le télétravail. Cette obligation de sécurité pose plusieurs questions. La première question, c'est est-ce que l'employeur dispose des pleins pouvoirs pour modifier l'organisation du travail et trouver l'organisation qui soit la plus adaptée à sa situation? Et là, la réponse appelle une réponse négative. L'employeur n'est pas un despote dans l'entreprise. Il y a au moins 2 limites à l'exercice par l'employeur de son obligation de sécurité. D'abord, la première, c'est que l'employeur ne peut pas prendre des mesures illicites. Et j'entends par mesures illicites des mesures qui sont contraires à l'ordre public. L'employeur ne peut pas décider de mettre à l'isolement des salariés simplement parce qu'ils sont d'origine asiatique. Deuxième limite, qui est plus importante encore celle-là, c'est que l'employeur ne peut pas mettre en danger la sécurité de ses salariés. Et ne pouvant pas mettre en danger la sécurité de ses salariés, ça signifie 2 choses. D'abord, les employeurs sont tous invités, sont même requis à appliquer strictement les recommandations qui sont données par les autorités publiques et à mettre à jour d'ailleurs leurs documents d'évaluation des risques en fonction de ces dernières recommandations sanitaires. Et puis, deuxième chose, l'employeur ne peut pas agir seul. Lorsqu'il agira et lorsqu'il aura à protéger la santé et la sécurité des salariés, eh bien, il devra le faire en concertation, sous la surveillance ou en accord avec les différents acteurs de la sécurité des salariés. Et différents acteurs, on va les passer en revue très vite. Il y a les institutions représentatives du personnel, les services de santé au travail, les salariés, et puis le juge en cas de litige. Je reviens rapidement sur ces différents acteurs. D'abord, les institutions représentatives du personnel, le comité social et économique, c'est-à-dire le CSE. Le CSE dont on sait qu'il doit être consulté préalablement à des modifications qui sont apportées dans l'organisation du travail. Donc, si l'employeur apporte des modifications importantes à l'organisation du travail, s'il décide de recourir au chômage partiel, s'il décide de tenter de déroger aux dispositions, aux durées maximales de travail, il devra nécessairement consulter préalablement son CSE. CSE qui pourra s'opposer, en saisissant le juge, à d'éventuelles mesures qui sont prises par l'employeur et qui risqueraient de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Deuxième acteur, eh bien, c'est le médecin du travail. Le médecin du travail qui a un rôle de conseil, qui doit nécessairement être associé à l'ensemble des mesures de protection qui sont prises par l'employeur. Troisième acteur, qui est un acteur très important, ce sont les salariés. Les salariés qui sont eux-mêmes acteurs, j'allais dire, de leur propre sécurité et qui ont des droits qu'ils tirent soit de la loi, soit de leur contrat de travail, et surtout des moyens d'action, puisque les salariés, j'allais dire, ont un droit de retrait. Et vous le savez probablement tous, lorsque le salarié a un motif raisonnable de penser que sa santé ou sa sécurité sont en danger, eh bien, il peut exercer un droit de retrait et cesser de travailler. Et lorsque le salarié exerce son droit de retrait, eh bien, aucune sanction ou aucune retenue sur salaire ne peut être prise à son encontre. Évidemment, en revanche, l'exercice abusif de son droit de retrait pourrait être sanctionné, pourra donner lieu à retenue sur salaire. Dernier acteur important de la sécurité, c'est le juge. Le juge qui agira
en cas de litige, gardez à l'esprit que si l'employeur ne prend pas les mesures nécessaires, il engage sa responsabilité, à la fois sa responsabilité civile et sa responsabilité pénale de l'entreprise, des dirigeants et des managers eux-mêmes s'ils disposent d'une délégation de pouvoir. Dernière chose pour en finir avec le juge et l'employeur, gardez en tête aussi qu'en cas d'accident du travail, si un salarié est victime d'un accident du travail parce que l'employeur n'a pas pris les mesures de protection nécessaires, eh bien, il y aura faute inexcusable de la part de l'employeur, faute inexcusable qui permettra au salarié d'obtenir une indemnisation intégrale de ses préjudices et pas seulement une indemnisation forfaitaire. Donc, on le voit bien, l'employeur est pris dans un même temps impératif, maintien de l'activité, protection de la santé des salariés. Merci beaucoup, Malik. Énormément de questions qui arrivent d'ailleurs en droit social. Nous y reviendrons. La crise, évidemment, a un effet direct sur la poursuite de l'activité et donc pose la question du maintien des contrats et de l'exécution ou de l'inexécution des contrats. Je me tourne donc vers Maître Benjamin Balanti, avocat associé en droit des contrats, pour qu'il nous dise rapidement quels sont les impacts sur l'exécution du contrat. Oui, merci Arnaud. Bonjour à tous. C'est vrai qu'après la question de droit social qui est prioritaire en ce moment chez vous, la seconde question qui vient très vite, c'est qu'est-ce que je vais faire avec mes relations avec mes clients, mes fournisseurs. Toutes les entreprises aujourd'hui sont déjà confrontées soit à des difficultés d'exécution de leurs propres obligations contractuelles, soit elles sont confrontées à des défauts de leurs fournisseurs. Dans les deux cas, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est dans une situation de cas de force majeure qui permet de s'exonérer de sa responsabilité? Les enjeux sont assez différents selon la position dans laquelle on se place. Pour le fournisseur, lorsqu'on est en qualité de fournisseur, évidemment, on aurait tendance à vouloir avoir des délais supplémentaires et on aurait tendance à vouloir dire qu'on nous sommes dans une situation de force majeure qui permet soit de retarder l'exécution de ces obligations, soit de les suspendre totalement, soit de résilier les contrats. Ça, c'est la position du fournisseur. Mais de l'autre côté, nous avons le client. Nous sommes à la fois fournisseur et client. Et là, quand on est client, ce qu'on attend de son fournisseur, c'est qu'il fasse tout et qu'il mette tout en œuvre pour réussir à exécuter ces obligations. Et puis, il y a une troisième type d'enjeu, ce sont sur les contrats longs. On a vu fleurir, notamment sur les marchés chinois, des importateurs qui viennent résilier des contrats à long terme en prétextant la force majeure. Et là, ils font peut-être un usage abusif de la force majeure. Sommes-nous dans une situation de force majeure? C'est la question qui se pose. Bruno Le Maire a apporté quelques indications. Dès le 28 février, il a déclaré « Nous sommes dans une situation de force majeure ». Il l'a répété le 2 mars, mais pour autant, cela n'a aucune force normative. Probablement, ces déclarations auront un impact sur les marchés publics. Il est clair que la puissance publique va être clémente avec les entreprises qui auront du mal à exécuter des marchés publics. En revanche, entre sociétés privées, notamment sur des contrats internationaux, la question reste complètement ouverte. Et la question est compliquée puisqu'on voit bien qu'on a des antagonismes assez forts entre le fournisseur et le client qui ne voient pas la chose de la même façon. Pour comprendre la difficulté, il faut revenir au texte. Je me permets donc de vous le lire. Il y a force majeure lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. On voit bien là qu'il y a donc 3 critères. Il faut d'abord que le cas de force majeure soit extérieur. De ce point de vue, il n'y fait aucun doute que le coronavirus est extérieur à toute entreprise. Il faut ensuite qu'il soit imprévisible. Et là, on va commencer à pouvoir discuter. On va pouvoir discuter parce qu'il doit être imprévisible au moment où le contrat a été conclu. On sera donc dans une situation différente pour un contrat conclu il y a 6 mois, où le coronavirus était totalement imprévisible. Un contrat conclu il y a 1 mois, où le coronavirus était déjà annoncé et déjà présent. Et un contrat conclu aujourd'hui, où toutes les mesures de confinement et de restriction ont déjà été prises. Que dit la jurisprudence? La jurisprudence est, jusqu'ici, sur les épidémies, est défavorable à reconnaître l'état de force majeure. Quelques exemples. Nous avons par exemple le cas de l'Ebola. En Afrique de l'Ouest, on a eu un groupe hôtelier qui a voulu retarder le paiement de ses créances en prétextant l'Ebola qui avait eu un impact sur sa trésorerie.
Les juges ont reconnu l'état de force majeure, mais ont considéré qu'il n'y avait aucun rapport entre le défaut de paiement et le cas de force majeure. Donc la demande a été rejetée. Deuxième cas qui s'approche du coronavirus, c'est lors de la crise du H1N1. Lors de la crise du H1N1, nous avions un contrat conclu avec un fournisseur de produits sanitaires. Ce contrat avait été conclu après que la crise avait été déclarée. Les juges ont alors déclaré qu'il n'y avait pas de force majeure, car au moment où le contrat a été conclu, la crise était prévisible puisqu'elle était déjà là. Dernier exemple, sur le chikungunya, les juges ont jugé que c'était résistible, c'est-à-dire que l'entreprise pouvait contourner, prendre des fournisseurs alternatifs et donc exécuter le contrat. La conclusion, c'est que le cas de force majeure devra être apprécié au cas par cas et qu'il n'est en aucun cas automatique. Vous aurez à démontrer, ou votre fournisseur aura à démontrer notamment, qu'au moment où le contrat a été conclu, la suite des événements était imprévisible, mais surtout qu'elle était irrésistible. Vous n'aviez aucun moyen de trouver des sources alternatives, quand bien même cette source alternative serait plus onéreuse pour vous. Merci beaucoup, Vincent. Donc, ça, on a vu que sur la force majeure, qui est une règle de droit commun et qui s'applique à tous les contrats, qu'il y ait une clause qui organise la force majeure ou non, c'est un principe en général. Il y a un autre principe qui répond, qui a aussi un impact sur l'exécution des contrats, c'est la famille de révision pour imprévision qui est entrée en droit positif en 2016. Qu'en est-il donc de la révision pour imprévision en la matière? Alors là, effectivement, d'un point de vue contractuel, c'est certainement le deuxième outil et peut-être l'outil qui, aujourd'hui, va trouver le plus de résonance. L'imprévision, je le rappelle ce que c'est. Ça a été un dispositif introduit en 2016 lors de la réforme du Code civil qui prévoit que lorsqu'il y a un changement de circonstances imprévisibles qui rend l'exécution excessivement onéreuse, les parties ont l'obligation de renégocier. Ça, c'est aujourd'hui un dispositif qui est légal. Mais depuis très longtemps, dans les contrats, et en particulier dans les contrats internationaux, on met des clauses de révision qui permettent de réviser le prix en cas de bouleversement de l'économie du contrat. Il y a donc, soit dans la loi, soit dans vos contrats, une clause qui va certainement vous permettre de renégocier le prix du contrat. Et cela est parfaitement complémentaire avec la force majeure, puisque on attend de vous, on attend des entreprises qu'elles mettent tout en œuvre, combien même cela serait un petit peu plus cher, pour exécuter les contrats. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'elles auront droit, les fournisseurs auront le droit de retourner voir leurs co-contractants et leur dire « j'ai exécuté le contrat, je vais l'exécuter, en revanche, nous devons rediscuter du prix ». Et cette rediscussion du prix doit se faire de bonne foi, et c'est ce qui est attendu à la fois du fournisseur et à la fois du client lorsque cette discussion sera engagée. S'il n'y a pas d'accord sur le prix, le dispositif prévoit la possibilité de saisir le juge. Il y aura donc là, encore une fois, une approche au cas par cas. Merci Benjamin, il y a eu de lag là. En termes de recommandations, donc, puisque c'est notamment ce qui apparaît dans les questions, quels seraient les inputs, les recommandations que vous pourriez faire au regard de ces questions de force majeure et de révision pour imprévision? Alors, sur les recommandations, je crois que le travail qu'on doit faire aujourd'hui est le travail qu'on a fait avec certains d'entre vous sur le Brexit. C'est la même chose. Il faut d'abord faire un état des lieux des relations commerciales, fournisseurs et clients qui risquent d'être impactés par le coronavirus. Donc, on identifie les relations commerciales avec un risque d'impact. Deuxième chose, on sort les contrats qui sont relatifs à ces relations et on regarde dans ces contrats que disent les clauses sur la force majeure et que disent les clauses sur la révision du prix. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on informe. On informe nos clients, on informe nos fournisseurs, nos clients des éventuels délais, nos fournisseurs, on prend de l'information et on leur demande d'exécuter. Et une fois qu'on a fait cette information, qui est une protection probablement sur la suite, on renégocie. Et on se met à la table des négociations à la fois avec les fournisseurs et à la fois avec les clients, toujours dans un souci de bonne foi. Ça, c'est pour le passé. Et je dirais que pour le futur, il faut d'ores et déjà réorganiser les contrats et réintroduire dans nos contrats types, dans nos contrats avec nos tiers, nos fournisseurs, ainsi que nos clients, des clauses qui vont permettre d'organiser la suite des événements et prévoir un peu plus de souplesse dans les 6 mois à venir avec des clauses spécifiques sur le coronavirus. Merci
beaucoup, Benjamin. Je vois qu'il y a une série de questions qui arrivent. Nous les reprendrons après. Je me tourne maintenant vers Maître Simon Fournier, donc avocat en droit des sociétés, le fameux corporate. Évidemment, toutes ces questions ont un effet direct sur la société et notamment sa gouvernance. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant la gouvernance, sachant qu'on est dans une phase en plus pour les sociétés particulièrement cruciale d'assemblée générale, d'approbation des comptes? Oui, tout à fait, Arnaud. Tu as parfaitement raison. Merci et tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. En effet, le principal écueil qu'on voit aujourd'hui, enfin le principal impact de cette crise sanitaire sur la gouvernance concerne un problème qui est essentiellement d'ordre logistique, c'est-à-dire la difficulté aujourd'hui à réunir physiquement les gens et à pouvoir justifier des quorums suffisants pour faire délibérer les organes de gouvernance requis. Il va s'agir ici tout d'abord des organes de gouvernance, je dirais sur le day-to-day, donc tous les comités exécutifs ou les directoires, mais également les conseils d'administration et bien entendu les assemblées générales qui, comme vous le savez, doivent délibérer avant le 30 juin prochain pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre sur l'approbation des comptes annuels. Donc on est aujourd'hui face à une véritable difficulté d'être capable de réunir physiquement ces différents organes et de les faire légitimement délibérer en justifiant des quorums minimum. À titre d'exemple, c'est aujourd'hui la principale difficulté qui nous est remontée par nos clients en corporate et en droit des sociétés. Évidemment, il existe des solutions. La première d'entre elles va consister à organiser un vote par correspondance. Alors, le principal écueil du vote par correspondance, c'est bien évidemment qu'il ne va pas permettre de bénéficier d'un débat en direct, mais néanmoins, il a prouvé son efficacité dans d'autres types de situations, et c'est habituellement un mode de délibération auquel recourent un certain nombre de sociétés. Il va nécessiter d'être suffisamment anticipé pour pouvoir informer les gens sur les modalités de fonctionnement de ce vote par correspondance et envoyer suffisamment en avance tant les projets de résolution que les bulletins de vote par correspondance. La deuxième solution qui se présente pour pouvoir pallier à cet écueil est bien évidemment les délibérations par visioconférence. Qu'on va viser ici tous les dispositifs techniques qui permettent en réalité aux gens de se réunir et de délibérer à distance, comme nous le faisons aujourd'hui, ou au moyen de téléconférence ou au moyen de visioconférence. Il s'agit d'une modalité de délibération qui est prévue par la loi pour certaines formes sociales et qui est uniquement statutaire pour d'autres formes sociales ou d'autres types d'organes de gouvernance. Aujourd'hui, c'est très clairement la solution qui nous semble la plus facile à mettre en place et qui va certainement, comme je vous en parlerai un petit peu plus tard, être totalement globalisée par les adaptations réglementaires qui sont en cours. Les deux principaux inconvénients de cette solution sont essentiellement techniques. Le premier est qu'il s'agit de trouver un outil technique qui soit fiable, qui soit éprouvé et qui permette de supporter un nombre de connexions extrêmement important de façon simultanée. Je vous cache pas que c'est également une de nos préoccupations aujourd'hui, donc on a pu mesurer à quel point il peut s'agir d'un enjeu extrêmement important parce qu'évidemment il faut pouvoir assurer une continuité des délibérations le jour où on va tenir l'Assemblée générale ou le Conseil. Le deuxième principal inconvénient, c'est qu'il faut également trouver une solution qui est technique qui permette d'assurer l'identification des gens qui vont se connecter. Évidemment, les solutions existent et elles peuvent être mises en place avec suffisamment d'anticipation. Et enfin, la troisième solution qui permet de pallier à l'écueil du quorum en assemblée générale ou en conseil, c'est bien évidemment le fait de donner des pouvoirs de représentation. Donc très clairement, ça va être un membre de cette assemblée générale ou de ce conseil qui va donner pouvoir à une autre personne de le représenter, de voter en son nom et pour son compte au jour des délibérations. C'est également, je dirais, un système extrêmement classique de gouvernance et de délibération. Son principal inconvénient dans notre situation actuelle, c'est bien évidemment qu'il va nécessiter quand même que certains des membres de ces organes délibèrent physiquement. Donc, je ne suis pas certain aujourd'hui que ça nous permette de pallier totalement aux difficultés que nous rencontrons dans le contexte de cette crise sanitaire. Merci beaucoup. Simon, je rebondis juste sur ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que le gouvernement est en train de préparer un certain nombre de textes, des ordonnances, et notamment, on sait qu'il y a des dispositions spécifiques qui sont en cours d'élaboration et qui doivent être
Conseil des ministres aujourd'hui concernant justement la tenue des assemblées ou le fonctionnement des conseils sans présence physique. Oui, tu as tout à fait raison de le souligner, Arnaud. Alors déjà, le premier point, c'est que dès la semaine dernière, l'AMF a émis un certain nombre de recommandations pour les sociétés cotées. Je pense qu'un grand nombre de nos auditeurs aujourd'hui sont concernés par ces sujets-là. Que recommandait l'AMF? Tout d'abord, de privilégier la transparence de l'information vis-à-vis de l'ensemble des actionnaires. Ça passait par différentes recommandations, notamment celle d'intégrer dans les rapports de gestion les éléments d'incertitude que pose aujourd'hui la crise du coronavirus et tous les éléments, je dirais, palliatifs qui ont d'ores et déjà été mis en place par les émetteurs pour prévenir les difficultés à venir. Ce que recommandait également l'AMF, qui a été immédiatement suivi par un certain nombre de recommandations de la FEP-MEDEF, c'est de globaliser totalement le recours au vote à distance, au vote sur Internet et également à la retransmission en direct sur les sites Internet des émetteurs ou bien de façon radiophonique ou bien en vidéo de l'ensemble des délibérations. Donc aujourd'hui, on est a priori, alors même si ce que je dis est relativement prospectif et qu'il va falloir évidemment attendre quelques jours pour pouvoir analyser les textes, mais aujourd'hui, a priori, de ce qu'on sait, c'est qu'il y a une ordonnance qui va être prise par le gouvernement et qui va décider principalement de deux choses. C'est d'un report très global et très général de l'ensemble des délais qui sont imposés aujourd'hui par la loi aux sociétés, notamment pour délibérer sur l'approbation des comptes. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va pouvoir approuver les comptes 2019 à une date ultérieure au 30 juin 2020. Et l'autre chose, c'est que cette ordonnance devrait a priori permettre aux sociétés de généraliser totalement le recours aux délibérations à distance en totalité à 100% et la mise en place d'une visioconférence, quand bien même, par exemple, les textes du Code de commerce ne le prévoient pas aujourd'hui pour certaines formes sociales et quand bien même les statuts d'autres formes sociales ne le prévoiraient pas. Donc voilà, c'est a priori ce vers quoi on va se diriger concernant l'ordonnance attendue ce jour en ce qui concerne l'impact sur le droit des sociétés. Oui, absolument. Et d'ailleurs, peut-être faut-il préciser que la première version qui circule aujourd'hui vise les sociétés, et ça permet de répondre à une question qui a été posée, les sociétés dans l'ensemble, donc sans distinction de forme sociale. Les nouvelles dispositions qui permettront d'appliquer qui permettront de tenir une assemblée générale ou des conseils d'administration sans présence physique, alors même que pour certaines sociétés, on sait que la loi l'exige notamment pour l'approbation des comptes, s'appliquera de manière très générale. Dernière question, toujours sur la gouvernance. Bon, la gouvernance, on parle de dirigeants, qu'il y a un fauteuil doré ou qu'il n'en est pas. Qu'en est-il de leurs responsabilités? Ouais, c'est également une question absolument fondamentale et même si je pense elle ne recouvre pas les mêmes caractères d'immédiateté par rapport aux deux sujets évoqués précédemment. La question de la responsabilité, même si je vais faire court là-dessus, elle est absolument fondamentale. Évidemment, tous les dirigeants de société sont aujourd'hui soumis à une obligation globale de prendre des décisions éclairées dans l'intérêt social, et notamment au regard de ce que serait la gestion normale d'une activité économique. Donc, ce sont des critères qui sont appréciés au regard de ce que peut constituer une faute de gestion de la part d'un dirigeant. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse absolue. On n'a également encore pas assez de recul sur les impacts de cette crise pour évaluer ce que pourrait constituer une faute de gestion dans le cadre de cette crise, mais on peut a priori penser que, par exemple, engager des dépenses inconsidérées ou, à l'inverse, ne pas engager certaines dépenses dans le cadre de prévenir les impacts de la crise pourrait constituer une faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité d'un dirigeant. Le fait également, et bien évidemment, de ne pas respecter les obligations de sécurité de l'employeur vis-à-vis de ses salariés ou le droit d'alerte vis-à-vis des institutions représentatives du personnel, pour recouper par rapport à ce que Malik disait, pourrait constituer une faute de gestion. On parle ici essentiellement de responsabilité civile des dirigeants, c'est-à-dire celle qui peut être mise en jeu ou bien par des tiers ou bien également par les actionnaires et par la société elle-même dans certains cadres. On ne peut pas non plus totalement écarter le risque de voir la responsabilité pénale d'un dirigeant social mise en jeu. Donc là, on va plutôt être sur le terrain de la mise en danger délibérée de la vie d'autrui ou encore une fois certains éléments constitutifs de délits pénaux vis-à-vis des salariés. Mais bien évidemment, les principales recommandations dans le cadre de la prévention de ce risque de responsabilité, ça va être d'anticiper les difficultés pour les dirigeants, évidemment de se faire accompagner par des experts
des experts en droit social, des experts en gestion de crise, des experts scientifiques pour pouvoir anticiper du mieux possible les conséquences de la crise sanitaire sur l'activité. Tout ça dans un but d'agir dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt des salariés et dans l'intérêt des actionnaires. Absolument, c'est d'autant plus important que la loi Pacte a redéfini un petit peu quand même les orientations de la société dans son organisation et dans son processus de prise de décision, avec cette adoption d'un modèle beaucoup plus qui prenante des stakeholders. Donc, je pense que c'est un point important. Je me tourne maintenant vers Maître Cécile Debain, avocat associé en M&A, en lui demandant de nous présenter les impacts de la crise sur les opérations M&A, en lui demandant d'essayer de ramasser son propos, et en insistant sur le fait que je pense que nos auditeurs sont réellement en attente d'expériences, de vision pratique. Quand je vois les questions arriver, très clairement, on est sur un besoin d'illustration. Cécile? Oui, tout à fait. On va essayer de faire un peu rapide pour effectivement prendre des questions. Les opérations de M&A, on le sait, sont un baromètre toujours assez fiable de la dynamique des entreprises. Et on a vu en effet, dès la mi-janvier, un certain nombre d'opérations, notamment aux États-Unis, en baisse, qui n'est jamais un bon signe pour la suite. Cela dit, des opérations sont en cours et il faut effectivement les traiter. Déjà sur la partie due diligence, que ce soit à l'achat ou à la vente, parce que effectivement, d'un point de vue pratique, on a des clients qui mettent en route des VDD aujourd'hui et qui ne renoncent pas au déploiement de ces VDD pour le moment, de manière à préparer les choses, même si les délais potentiellement peuvent être étendus ensuite. Les due diligence à l'acquisition avec un focus probablement plus important sur certains sujets aujourd'hui, comme le sujet des assurances notamment, et bien effectivement regarder les clauses d'assurance et les couvertures. Le sujet des fournisseurs, important aussi, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre d'activités où les fournisseurs sont plus compliqués à remplacer que dans d'autres activités. Donc, c'est toujours un point qu'on regarde, mais peut-être en ce moment avec un peu plus d'acuité. Et puis, les zones géographiques aussi pour les groupes internationaux, parce que certaines sont plus à l'arrêt que d'autres redémarrent, comme c'est le cas en Asie. Donc, on voit aussi nos clients très clairement monitorer leurs opérations de M&A en fonction de l'activité des différentes zones géographiques. Le sujet des pourparlers et de leur rupture peut être aussi un élément, puisque certains d'entre vous sont peut-être en train de discuter et puis souhaitent interrompre les discussions. Là encore, exemple pratique, on avait un client hongkongais qui, au mois de janvier, très en amont, a décidé de rompre les pourparlers avec une société française qu'il avait l'intention d'acquérir. La cible française, eu égard aux règles du droit français de bonne foi sur la rupture des pourparlers, était relativement mécontente de la façon dont les pourparlers ont été rompus. Donc, bien penser à cette règle de bonne foi, mais bien voir aussi que selon les zones où on se trouve et la prise de conscience qu'on avait, probablement notre client de Hong Kong avait anticipé une situation économique et sociétale réelle, alors que la cible française n'en avait pas l'idée à la date où ça a été rompu. On reviendra peut-être après, Arnaud, sur les sujets plus cruciaux, gestion du deal, documentation, mais rapidement aussi, les sujets de financement, bien entendu, sont des sujets. Les financements bancaires, notamment, se ferment. Il est important d'essayer de garder effectivement de la flexibilité. On sait aussi que toutes les clauses dont on va parler rapidement après, toutes ces MAC clauses, ces clauses applicables en cas de Material Adverse Change ou MAE, Material Adverse Effect, sont des clauses à l'anglo-saxonne usitées de façon très importante dans les contrats de financement et que certains établissements bancaires vont également tenter de mettre en œuvre ce type de clause. Et puis enfin, bien entendu, le sujet des garanties va revenir en force puisque les acteurs du marché vont tenter de se prémunir également sur des clauses de garantie une fois les sujets identifiés. Peut-être rapidement sur vos questions et ce que vous visez, c'est-à-dire effectivement, je suis entre signing et closing.
comment puis-je faire pour adapter mon prix, comment puis-je faire pour adapter mes discussions alors que j'ai déjà un signing réalisé. Là encore, peut-être que vous avez prévu dans vos contrats les clauses dont je parlais, là, les fameuses MAC clauses ou MAE clauses, bon, qui même si sont des clauses anglo-saxonnes, sont quand même souvent également usitées dans les SPA, ou des clauses de force majeure également. Tout ça est à regarder avec beaucoup d'attention, de manière à voir de quelle manière vous pouvez adapter le deal et de quelle manière vous pouvez adapter potentiellement le prix. Il est évident qu'on va être plus sécurisé aussi avec des adaptations de prix en post-closing qu'avec des prix fixés, bloqués, etc. Donc, tout ça va effectivement évoluer. Dernière chose, et là, un aspect très pratique aussi, la gestion du deal, hein, c'est-à-dire pratiquement comment les cibles vont adapter leur plan de continuité et leur procédure de gestion du risque, comment elles vont s'adapter de manière opérationnelle et est-ce qu'elles ont les outils de gestion également et de poursuivre leur activité, on va dire, au jour le jour de manière très, très fiable et précise, de manière à pouvoir faire un suivi au jour le jour qui va être nécessaire sur ces aspects. Voilà, donc adaptation, adaptabilité, flexibilité, étude très précise des choses qui sont déjà signées et effectivement profonde attention sur la rédaction des clauses que vous pourriez avoir à signer si vous poursuivez bien évidemment vos deals. Et bien entendu que les deals vont se poursuivre parce que l'économie doit aussi avancer. Bien sûr, comme dans toute situation troublée et de crise, des opportunités aussi vont naître. Et c'est voilà, c'est on va dire la vie qui continuera aussi de cette façon. Merci beaucoup, c'était alors énormément de questions qui vont toucher à tous les aspects. Avant de revenir peut-être sur le droit social, je propose de prendre des questions qu'elles étaient peut-être plus condensées en droit des contrats, Benjamin, notamment beaucoup de questions sur la révision pour imprévision et des contrats publics, et de savoir si comment est-ce qu'on fait si on a une clause qui au contraire a écarté la révision pour imprévision, puisqu'on sait que ce n'est pas d'ordre public et que beaucoup de contrats qui ont été signés depuis 2016 ont écarté la possibilité d'avoir recours à la révision pour imprévision. Effectivement, hein, il y a des contrats, lorsque les contrats ont écarté de manière expresse la possibilité de faire jouer l'imprévision, on ne pourra pas la forcer. En revanche, restera sans doute ouverte la force majeure. Et là, je réponds à une autre question. Lorsque les contrats ne prévoient pas de clause de force majeure, il y a quand même matière à appliquer la force majeure puisque c'est une construction à l'origine jurisprudentielle en dehors de la rédaction des contrats. La rédaction de la clause de force majeure va simplement indiquer la marche à suivre lorsque c'est prévu au contrat. Mais en l'absence de clause, je confirme donc qu'on peut parfaitement invoquer la force majeure. En revanche, je prends une autre question dans laquelle la question est est-ce qu'on peut refuser le paiement de nos fournisseurs? Là, la réponse est non. La force majeure ne peut pas justifier le non-paiement des fournisseurs. Ça, aujourd'hui, il est peu probable que ce soit acceptable et accepté dans le futur. Je pense qu'il y avait d'autres questions. Arnaud, y avait-il d'autres questions importantes à prendre? Alors, il y avait cette question de la révision pour imprévision et des contrats publics. Alors là, la réponse est très simple. Les dispositions du Code civil ne vont pas s'appliquer, évidemment, mais il y a toujours eu dans les contrats publics la possibilité de la révision pour imprévision, puisque en droit public, c'est un dispositif qui a toujours été de droit positif. Donc, ce ne sera pas le système du Code civil, mais il y a bien sûr une révision pour imprévision. Une question intéressante qui est posée et qui concerne tout le monde ici, c'est-à-dire vos quatre domaines, c'est est-ce que le confinement en lui-même, on ne parle pas de la crise du coronavirus, mais est-ce que le confinement ne peut pas constituer un cas de force majeure? Alors, ça, c'est une bonne question. Ça pourrait en constituer un, mais pas nécessairement. Ça en constituera un si les obligations de confinement ne permettent pas de rendre l'activité normale. Lorsqu'on est dans une activité industrielle, évidemment, si on a une obligation de fermer les usines, eh bien évidemment, là on sera dans un cas de force majeure.
En précisant qu'un contrat qui serait conclu aujourd'hui, dans les conditions qu'on connaît, ne permettrait plus d'invoquer la cas de force majeure. Donc, il faudra bien distinguer, est-ce que le confinement rend véritablement impossible l'exécution des contrats? En d'autres termes, est-ce qu'il existe des moyens peut-être plus onéreux, des méthodes alternatives permettant de... Et dans ce cas-là, on ne sera pas en cas de force majeure. Alors, je vois une question. Oui, vas-y Arnaud, excuse-moi. Une transition parce que précisément cette question du confinement et de la force majeure m'indique, est-ce que c'est pas quelque chose qui en droit social va avoir un impact notamment sur la question du contrat de travail? Non, mais bien sûr, elle aura évidemment, Arnaud, un impact direct sur le contrat de travail, effectivement, et la question se pose dans les mêmes termes en droit social et en droit commercial, et on peut considérer que le confinement peut constituer dans certains cas un cas de force majeure, et donc qui va exonérer l'employeur du paiement de la rémunération, en particulier et surtout lorsque télétravaillable. Hein. Donc on imagine que le salarié est confiné chez lui, nous sommes tous aujourd'hui confinés, et qu'il ne peut pas, j'allais dire, il est dans l'impossibilité de rendre sa prestation de travail parce que sa prestation de travail n'est pas télétravaillable. Donc là, dans cette hypothèse-là, il y aura un cas de force majeure. Alors après, peut-être pour revenir sur ce qu'il y a effectivement beaucoup de questions, je ne sais pas si je pourrais toutes les traiter, mais en tout cas, je vais essayer de traiter celles que j'ai vues passer. Donc, alors, d'abord, gardez en tête deux choses, j'allais dire. D'abord, on apprend en marchant. D'accord? Donc l'épidémie, j'allais dire, constitue un cas tout à fait inédit et soulève des questions auxquelles nous n'avons pas nécessairement toutes les réponses. D'accord? Et je vais dire que les juges eux-mêmes, s'ils sont saisis, auront probablement beaucoup de difficultés à apporter des réponses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, gardez aussi en tête, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de droit social spécial du coronavirus. Ce qui veut donc dire qu'à chaque fois, il faut appliquer les règles de droit commun et n'écarter les règles de droit commun que s'il existe des règles spéciales qui permettent d'écarter ces règles de droit commun. Et évidemment, il y a une sorte de règle spéciale générale, c'est en particulier la notion de force majeure qui permet d'exonérer les co-contractants du respect de leurs obligations. Alors maintenant, venons-en directement à certaines questions qui ont été posées. Alors d'abord, sur le champ d'application du chômage partiel. Et en particulier, on me dit, est-ce que les dirigeants pourront en bénéficier? Les dirigeants peuvent bénéficier du chômage partiel dans les limites qu'on a fixées tout à l'heure. Donc, de toute façon, il n'y aura de prise en charge que jusqu'à 4,5 SMIC. 1. 2. Pour autant qu'ils aient un contrat de travail, puisque les dirigeants qui sont des mandataires sociaux ne sont pas des salariés, donc ne sont pas concernés. Poser une question aussi sur le forfait jour. Les salariés dont en réalité le temps de travail est décompté en heures ou en jours sur l'année, donc forfait annuel jour ou forfait annuel heure. Pour cela, le chômage partiel est possible, non pas lorsqu'il y a réduction d'activité, mais il faut qu'il y ait une cessation d'activité, soit totale, soit, j'allais dire, partielle. Autre question qui a pu être posée sur le chômage partiel, c'est l'articulation ou le choix offert aux entreprises entre le chômage partiel et l'arrêt maladie pour des parents qui seraient contraints de garder leurs enfants de moins de 16 ans. Oui, là, j'allais dire, le choix est possible et donc l'entreprise pourrait décider pour ceux qui doivent garder leurs enfants malades de les placer en arrêt maladie. Et d'ailleurs, gardez en tête qu'effectivement, il y a les indemnités journalières de sécurité sociale, mais qui sont complétées par des indemnités qui peuvent être versées par l'entreprise en application des dispositions légales ou conventionnelles. Et donc, il peut y arriver dans certains cas, en fonction de l'ancienneté du salarié, qu'il y ait un pur et simple maintien du salaire. Et évidemment, là, ça ne coûte rien à l'entreprise. Ça coûtera un peu à la prévoyance, mais pas l'entreprise elle-même. Alors, peut-être d'autres questions aussi. Si je regarde, alors attendez, que je n'oublie pas. Oui, alors d'autres questions m'ont été posées sur la consultation du CSL, les délais de manière générale qui peuvent s'appliquer, en particulier les délais de conclusion sur les accords d'intéressement et de participation. Rien ne change. On applique les règles de droit commun. C'est-à-dire que si vous souhaitez conclure un accord d'intéressement cette année, pour autant que votre exercice corresponde à l'exercice civil, vous avez jusqu'au 30 juin pour le faire. Après, les carottes sont cuites et donc vous ne pourrez plus bénéficier des exonérations sociales et peu importe que le coronavirus soit passé par là. Parce qu'il n'y a pas de disposition spéciale qui permettrait d'écarter, j'allais dire, ces règles. Donc encore une fois, c'est le droit commun, sauf s'il y a des règles spéciales. Peut-être dernière question sur les salariés, sur l'impossibilité pour l'entreprise, en particulier pour des entreprises qui sont prestataires de services, et donc le chantier est fermé. Si le chantier est fermé, ce qui veut donc dire que vous êtes prestataire de services, les salariés ne peuvent pas travailler. Donc là, vous êtes
probablement dans un cas dit de force majeure, puisque j'allais dire, c'est un fait qui est extérieur à vous, imprévisible et risible, vous n'y pouvez rien, en tant que prestataire, vous ne pouvez pas rendre vos prestations, et donc dans cette hypothèse-là, eh bien, un cas de force majeure, mais gardez en tête une chose très importante, c'est que ce que veut éviter par-dessus tout le gouvernement, c'est quoi? C'est les licenciements pour motif économique, au point que Muriel Pénicaud a dit que les licenciements économiques étaient interdits. Évidemment, c'est complètement faux, ce serait contraire à la Constitution, et le Premier ministre l'a démenti hier dans son allocution télévisée sur le sujet. Mais ce que veut éviter le gouvernement par-dessus tout, c'est les licenciements. Et donc, il faut faire une utilisation massive du chômage partiel à chaque fois que c'est possible et éviter de se retrouver dans une situation où le salarié n'est plus payé. Puis deuxième situation dans laquelle il faut éviter de se retrouver, c'est où le salarié exerce son droit de retrait. Une question a été posée sur le droit de retrait. C'est assez simple, plutôt compliqué. C'est-à-dire que de toute façon, c'est le salarié qui apprécie lui-même, puisque c'est le salarié qui a entre les mains l'exercice du droit de retrait. Donc c'est lui qui dit « Ah, est-ce que ma santé et ma vie sont en danger ?» S'ils sont en danger, bah, j'arrête de bosser. Et j'arrête de bosser parce que, par exemple, l'employeur ne m'a pas fourni un masque, ne m'a pas fourni des gants, et je ne peux pas travailler dans de telles conditions. Alors après, s'en suivra évidemment un débat qui est un mauvais débat sur est-ce que le salarié exerçait de manière abusive ou pas son droit de retrait. Je dis mauvais débat parce que l'employeur va dégainer, j'allais dire, en opérant une retenue sur salaire qui sera contestée, j'allais dire, devant les tribunaux. Donc évitons dans toute la mesure du possible les mauvaises questions pour les entreprises, c'est l'exercice abusif du droit de retrait, puisque vous allez vous retrouver devant le juge, et l'hypothèse où vous cessez de payer la rémunération sans que le salarié ne soit indemnisé, soit via le chômage partiel, soit via des indemnités journalières maladie. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour des questions posées. Oui. Alors, je réponds à une question assez intéressante aussi, c'était sur la diffusion de l'ordonnance qui sera évidemment en public. Nous sommes dans une démocratie, même en guerre sanitaire. Nous publierons sur le blog de pages stratégiques, qui s'appelle page stratégie. Nous publierons effectivement l'ordonnance avec une première série d'analyses dès qu'elle sera adoptée en public. Alors ça ne va pas se faire aujourd'hui, puisque évidemment le processus, je le rappelle, donc le Conseil des ministres va valider les dispositions et ensuite va consulter évidemment l'Assemblée. Donc on s'attend à avoir un texte au plus tôt fin de semaine ou ce week-end, puisque évidemment l'exécutif va continuer à travailler 7 jours sur 7. Il y avait une question qui était intéressante, Malik, et tu peux y répondre très très rapidement. Le chômage passe. Reprise. J'ai entendu le chômage partiel n'est pas la suite de ta question, Arnaud, pardon. Est-ce que le chômage partiel peut être appliqué à la carte au sein de l'entreprise, c'est-à-dire dans les différents services? Alors, j'allais dire que c'est à quel point est-ce qu'on peut descendre dans l'application du chômage partiel. Alors, on peut descendre assez loin, mais pas à un niveau individuel. En réalité, on peut descendre au niveau du département, d'un service, d'une unité de production. Donc, on peut descendre assez loin, mais pas aussi finement qu'on pourrait l'imaginer en faisant une sorte de découpage chirurgical entre les salariés. Mais gardons en tête que la directe, puisque c'est à la directe que la demande d'autorisation du chômage partiel sera présentée, va être très certainement très flexible, puisqu'encore une fois, l'idée du gouvernement, c'est de faire une utilisation massive du chômage partiel et d'éviter par-dessus tout, les licenciements et des salariés qui sont dépourvus de tout revenu et de toute indemnisation. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de clémence dans l'utilisation du dispositif du chômage partiel. D'accord, très bien. Peut-être une question sur les clauses MAC, parce que évidemment, il y a beaucoup de questions sur les clauses MAC. Tu as vu défiler un certain nombre d'interrogations. Est-ce que tu peux peut-être apporter quelques éléments de complément? Effectivement, ces clauses, elles sont bien évidemment faites pour être appliquées. Après, tout dépend de leur rédaction. C'est toujours pareil dans les contrats. Tout dépend comment c'est rédigé, tout dépend ce que ça prévoit comme cas de changement adverse, etc. Donc, je dirais, il n'y a pas vraiment de réponse en tant que telle de principe. Il faut vraiment regarder comment tout ça est ficelé pour s'assurer que ça permet bien de rentrer dans ces clauses. A priori, généralement, ce sont quand même des clauses assez larges quand elles sont prévues, qui permettent, dans lesquelles probablement quand même la chose qu'on vit en ce moment et que les entreprises vont vivre,
rentre dans effectivement la définition de ces clauses. Mais il faut juste être attentif à la façon dont c'est rédigé. D'accord, très bien. On a parlé de la responsabilité des dirigeants. Simon, peut-être, tu pouvais répondre à cette question? Oui, tout à fait, Arnaud, merci. J'ai vu qu'il y avait une question qui concernait la potentielle responsabilité des dirigeants sur la présentation des comptes 2019. Alors, il y a un élément, lorsque nos dirigeants actuellement vont établir les rapports de gestion sur l'exercice 2019 en vue de les présenter à leurs actionnaires, évidemment que le Covid ne doit pas être intégré dans les éléments du rapport de gestion 2019. Ça n'a pas eu d'impact a priori sur l'activité et clairement l'impact pour nous, il est sur l'exercice 2020. En revanche, peut-être l'avez-vous en tête, dans tout rapport de gestion, on est obligé de faire mention des événements qui sont survenus depuis la clôture de l'exercice qui est l'objet du rapport de gestion. Bien évidemment qu'il est de la responsabilité des dirigeants sociaux d'intégrer dans cette partie du rapport de gestion une mention, je dirais, assez large et assez prudente de l'impact sur l'activité de la société de la crise sanitaire que nous traversons. Il est évident que l'impact est différent selon les types d'activités, mais je ne vois pas comment aujourd'hui, dans le contexte actuel, ne serait-ce que concernant l'impact sur les salariés, on pourrait faire l'impasse de la mention de la crise du coronavirus dans le rapport de gestion sur les comptes 2019. Pour compléter un peu ce qu'Arnaud disait tout à l'heure et pour répondre aussi à une question que j'ai vu passer, nous allons publier très prochainement, certainement avant la fin de la semaine, un article spécifique sur notre blog concernant l'ordonnance qui va sortir aujourd'hui et les mesures qui seront prises sur les tenues des assemblées générales dont j'évoquais le contenu tout à l'heure. Merci beaucoup, Simon. Alors, nous arrivons au terme de ce webinaire. Il y a beaucoup de questions et évidemment, nous n'avons pas répondu en direct à toutes. Alors, je tiens justement à deux éléments d'information de ce point de vue-là. D'abord, nous allons refaire un certain nombre de webinaires, mais sans doute beaucoup plus spécialisés. Le prochain va être sur toute la difficulté des entreprises. Nous vous tiendrons informés. Mais effectivement, nous allons suivre et c'est précisément la crise et ses impacts juridiques, ses implications juridiques, et nous mettre en ligne, nous créons des webinaires. Par ailleurs, sur le blog Tage Stratégie, il y a un certain nombre d'articles et d'autres qui vont arriver concernant toutes ces questions. Nous allons aussi sans doute prendre l'ensemble de vos questions, les compiler pour mettre en ligne un certain nombre d'éléments de réponse. Et donc, désolé, je m'excuse auprès de ceux qui ont posé des questions et qui disent je n'ai pas eu la réponse, mais vous la trouverez assez rapidement, en tout cas d'ici la fin de la semaine, sur le blog. Un dernier mot de conclusion, en vous remerciant d'ailleurs d'avoir été aussi nombreux et aussi attentifs, c'est que il faut bien voir que nous avons une réponse de crise à apporter. Il faut traiter un certain nombre de questions immédiates, urgentes, prioritaires, mais n'oublions pas, et le confinement favorise la tâche, qu'il faut aussi avoir un regard un peu plus prospectif. C'est une banalité, mais on ne sortira pas de cette crise comme nous y sommes entrés, comme on dit. Il y aura de nombreux débats, des changements de modèle économique, des changements d'organisation, des changements de fonctionnement. Et tout cela, évidemment, va se traduire dans l'apparition de nouvelles normes et d'un nouveau droit. Et donc, cette période de confinement peut aussi être le moment pour se poser un certain nombre de questions sur comment est-ce que l'on fera demain. Évidemment, c'est la gestion du quotidien. Et donc, en vous remerciant de cette écoute, en remerciant nos intervenants, je vous rappelle le blog tagestratégie.fr qui donnera un certain nombre d'informations et qui complétera la réponse aux questions que nous n'avons pas pu apporter en live et des webinaires à venir sur un certain nombre de sujets. Merci beaucoup et à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tout le monde.